Bonjour à tous, bienvenue sur ce bulletin d'information numéro 30 de la Web TV de Veille Stratégique. Comme vous avez pu le voir dans le générique, ce matin nous sommes levés avec une bonne nouvelle, la libération de Julian Assange, enfin libre, free at last, comme disait Martin Luther King. Son calvaire s'achève enfin. Après tant d'années passées soit en exil, soit derrière les barreaux en Grande-Bretagne. C'est absolument essentiel de se réjouir de cette libération, même si bien évidemment elle est sous condition. On est sur un arrangement avec la justice américaine. Donc Julian Assange était, vous le savez, en prison en Grande-Bretagne avec une menace d'extradition vers les États-Unis. Et puis, semble-t-il, la diplomatie discrète de son pays d'origine, l'Australie, avec donc les États-Unis et la Grande-Bretagne, semble avoir payé, puisque on l'a vu donc sur cette vidéo, quitter la Grande-Bretagne pour se rendre, alors ça peut paraître un petit peu particulier, étant donné même les distances, mais il se rend donc sur les îles Mariannes dans le Pacifique, donc qui est un territoire américain. C'est un héritage de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis, et donc il va plaider coupable pour un seul chef d'accusation, celui de conspiration en vue d'obtenir et de diffuser des informations relatives à la défense nationale. Je vous lis le chef d'accusation dans ces termes techniques. Et donc il va plaider coupable, et la condamnation à laquelle correspond ce chef d'accusation et de 62 mois de prison. Donc il a largement déjà accompli cette peine sur le territoire britannique, puisque ça fait 5 ans et 2 mois qu'il est en prison en Grande-Bretagne. Avant, il était, vous le savez, exilé dans l'ambassade d'Équateur, toujours à Londres. Et donc ça signifie qu'à l'issue du procès, il va pouvoir enfin retourner, alors vraisemblablement, nous dit-on, dans son pays d'origine. Il va surtout aussi pouvoir voir enfin ses enfants qui n'ont pas connu leur papa depuis qu'ils sont nés, parce qu'ils étaient trop petits pour l'un d'entre eux, si ma mémoire est bonne, et l'autre est né pendant son passage en prison. Donc il va enfin pouvoir passer du temps avec ses enfants. Maintenant, au-delà des réjouissances de voir cet homme qui est pour nous tous, journaliste indépendant, lanceur d'alerte, un modèle, qu'on a traîné dans la boue avec des accusations tout à fait fantaisistes de viol, qu'on finit par être rétracté, bien évidemment, mais les dégâts étaient faits sur sa réputation. On ne peut que se réjouir de le savoir libre. On ne peut pas imaginer qu'en plus un homme de 52 ans, j'en ai 53, je m'imagine pas avoir passé les 5 dernières années de ma vie derrière les barreaux et les précédentes en exil dans une ambassade. Donc on peut tout à fait se mettre à sa place et voir à quel point c'est quelque chose de positif sur le plan individuel. Ça l'est tout autant sur le plan symbolique. Maintenant, sur le plan judiciaire, alors je vais pas empiéter sur les domaines d'expertise des juristes, et je pense que on aura dans les jours qui viennent une vidéo de la part de Régis de Castelnau sur cette question, ou un texte de sa part pour l'exégèse détaillée de l'aspect judiciaire. Mais ce qu'il faut dire pour être tout à fait complet, alors c'est pas pour refroidir notre joie, mais c'est pour la mesurer à l'aune de la réalité et de la technicité, c'est que ce plaider coupable fait que ça va créer un précédent. On va avoir maintenant au niveau des États-Unis un moyen, une jurisprudence. Alors pas une jurisprudence au sens légal, puisque le chef d'accusation existait déjà et il existera encore, mais on va pouvoir dire, bah voilà, pour les gens qui s'amusent
si on écoute les Américains, bien évidemment, à divulguer des informations qui sont classifiées, eh bien, on pourra sans problème les condamner, et puis surtout, on pourra faire pression sur tous les États qui tentent de les abriter. Donc c'est pour ça que, je vous le rappelle, l'autre grand lanceur d'alerte, Snowden, est réfugié en Russie. Et qu'il est considéré comme au départ un réfugié politique, et que maintenant, si ma mémoire est bonne, il a la citoyenneté russe pour se protéger, et qu'il ne pourra malheureusement, sauf révolution monumentale aux États-Unis, il pourra jamais remettre les pieds sur le territoire de son pays de naissance, ce qui est absolument fou. Tout ça pour avoir révélé des crimes. Entendons-nous bien, rappelons bien les choses. Ces hommes ont révélé des crimes. Ils ont fait leur devoir d'hommes et de citoyens de leurs pays respectifs. On doit, quand on est témoin d'un crime ou qu'on a connaissance d'un crime, fût-il commis par l'État, et je dirais même a fortiori quand il est commis par l'État dans lequel on vit, eh bien il est plus que nécessaire de le divulguer et de le rendre public à la connaissance de tous, surtout quand on est dans des États démocratiques, ou qui se veulent démocratiques. Ne l'oublions pas, parce que quand on voit ce que Snowden nous a révélé sur les pratiques de la NSA, à la fois contre le peuple américain, et puis bien évidemment contre nous tous en Europe occidentale, on voit bien que la démocratie, ça devient un mot de plus en plus vide. Donc là, on est content pour Julian Assange, mais le fait qu'il plaide coupable lui permet donc de passer outre, de refaire de la prison, mais ça va permettre aux États-Unis de dire, bah voyez, maintenant, tous ceux qui, comme lui, demain, dans 2 mois, dans 10 ans, reprendront la torche pour allumer dans l'obscurité de nos crimes la lumière de la vérité, de telle sorte à faire savoir au monde quelles sont nos turpitudes, eh bien, il s'exposera à la même chose que Julian Assange. Donc ça, c'est problématique, parce que ça veut dire que ça peut refroidir des ardeurs de plein de gens qui pourraient se sentir donc avec cette obligation morale de révéler les crimes dont ils ont connaissance parce qu'ils voient passer des documents ou parce qu'ils ont réussi à pénétrer dans des systèmes informatiques qui leur donnent accès à des données qui exposent ces crimes. Ces gens-là, maintenant, vont avoir... Alors, j'imagine bien sûr que depuis ce qui est arrivé à Julian Assange, entre son exil, son emprisonnement, ça a déjà refroidi du monde, mais là, le fait que cette condamnation soit effective en termes de droit, son exécution, donc on vient de le dire, elle est déjà faite, mais en tout cas, ça va marquer dans le droit d'une pierre blanche pour pour l'État américain de dire, bah regardez, la prochaine fois, pour vous, ce sera la même chose. Donc ça va, malheureusement, c'est positif pour un homme et sa famille, et il le mérite, mais c'est négatif sur l'aspect symbolique et technique auquel ça va exposer maintenant les gens qui voudront aussi bien et avant tout aux États-Unis exposer les turpitudes du gouvernement américain, mais dans d'autres pays occidentaux. C'est bien beau de nous pointer du doigt le fait que des gens en Russie n'ont pas le droit de divulguer des secrets, ce qui est tout à fait vrai, et ce qui est tout à fait regrettable aussi, je m'empresse de le dire. Vous l'entendez dans ma bouche systématiquement, je suis pour la liberté d'expression totale. Là-dessus, je suis très attaché à la façon dont les Américains voient les choses. La liberté d'expression, c'est pas quelque chose qui doit être limité par la loi. Même si ensuite, on peut toujours dire ce monsieur m'a insulté, ce monsieur a porté du discrédit à ma réputation ou ce genre de choses, très bien. Mais je vous rappelle que par exemple aux États-Unis, il y a des groupuscules néo-nazis qui ont pignon sur rue, qui peuvent écrire ce qu'ils veulent. C'est pas pour ça que le peuple américain est devenu nazi. Donc c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt. Je comprends que des gens nous disent oui, mais ici en Europe avec la Shoah, on veut limiter telle ou telle chose. Je peux comprendre que les victimes aient pas envie d'entendre ces gens-là parler, mais néanmoins, il faut se faire une raison. Laissez-les, cause toujours, disait Coluche. Cause toujours. Donc voilà, il faut que tout le monde puisse dire
les choses qu'il voit quand ces choses sont des crimes, que ce soit ici en France, en Russie, en Ukraine, en Chine, n'importe où. Hein. Tout homme, dans sa conscience, qui assiste à des choses qui sont criminelles, doit pouvoir les révéler, hein, et librement, sans courir de tels risques. Donc là, cette situation, ben voilà, elle est ambivalente parce qu'on est heureux d'un côté, et puis de l'autre côté, on se dit, bah ça va donner un argument supplémentaire à l'État américain et à ses affidés pour poursuivre ce genre de pratiques contre les éventuels lanceurs d'alerte, quel que soit le sujet sur lequel ils se lancent. On voit aussi que en ce qui concerne Assange, on sait pas, on nous dit qu'il va aller en Australie, je ne sais pas si ce sera suffisant pour garantir sa liberté à long terme. Bon, et puis aussi, bah, bien évidemment, les affidés des Américains, c'est-à-dire tous les pays d'Europe de l'Ouest qui ont le mot droit de l'homme à la bouche, comme un enfant dit j'ai faim à sa mère, hein, mais qui est complètement vide de sens aujourd'hui. Eh bien, on se demande si c'est pas non plus un moyen de leur dire bon, voyez, on le libère, hein, c'est plus la peine de monter des campagnes, c'est plus la peine de nous accuser d'être les vilains, etc. Ça vous donne un os à ronger, vous êtes content, on l'a libéré et on passe à autre chose. Alors que la situation générale du monde ne permet absolument pas de se dire qu'on passe à autre chose, bien au contraire. Hein, il faut qu'on reste extrêmement vigilant, c'est un peu ce que nous on fait ici, même si nous on n'est pas là avec des documents sensibles qui nous permettraient de divulguer les crimes des uns ou des autres, mais on essaye de faire de la réinformation pour que les gens puissent avoir tous les sons de cloche pour pouvoir se faire leur analyse, leur opinion, plutôt que de ne se fonder que sur ce que nous dit sur l'Ukraine la famille Kagan par cascade via LCI jusqu'à vous. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Donc free at last. Hein. Tant mieux pour Julian Assange. Encore merci à lui de tout ce qu'il a fait avec Wikileaks pour révéler les crimes de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan notamment. Merci pour son abnégation absolument phénoménale, hein. Ce don de soi est un exemple à suivre pour tout le monde. Et puis bon, bah malheureusement, il faudra suivre sur le plan judiciaire la façon dont les États-Unis se serviront de cette condamnation à l'avenir pour empêcher d'autres lanceurs d'alerte de parler. Voilà. Alors, avant de passer au second sujet qui sera la Russie et l'Ukraine, je suis désolé, je l'ai pas annoncé en début d'émission, donc je vous remercie une fois encore de votre fidélité par rapport notamment à la dernière émission qui a fait un carton, on est très content. Merci donc pour les pouces en l'air, les partages, les nouveaux abonnés, hein, on a franchi les 6200 abonnés, donc un immense merci pour votre fidélité. Alors, je précise quelque chose sur les partages, c'est bien, on voit que le partage des vidéos augmente, mais n'oubliez pas, partagez aussi les publications de veille stratégique, ça nous aidera aussi. Hein, je l'ai pas précisé les dernières fois, mais c'est bien de partager ces vidéos, ça nous aide pour le référencement, ça nous aide, on l'a dit, pour les revenus publicitaires de YouTube, mais aidez-nous aussi en partageant toutes les publications, notamment sur Facebook, hein, on essaye d'en mettre 3, 4, des fois 5 par jour en fonction de l'actualité. Celles-là aussi, il faut les partager publiquement parce que ça aussi, ça nous aide en visibilité, pas en revenus publicitaires, mais en visibilité. Donc n'hésitez pas, hein, vous partagez tout ce qu'on vous offre, ça nous aide dans tous les domaines. Et puis bien sûr, un immense merci encore une fois à ceux qui ont fait un geste financier pour soutenir notre développement, que ce soit des dons de 4, 5 euros mais récurrents sur plusieurs mois, ou que ce soit comme la semaine dernière déjà, ceux qui font un don plus significatif pour nous aider, je l'ai dit, à nous abonner à de nouvelles plateformes internet. Hein, là, on va pouvoir faire ça pour début juillet avec les dons qu'on a reçus. Et n'hésitez pas, hein, plus vous nous en donnerez, plus on pourra s'abonner à des choses qui nous permettront de diversifier nos sources. Donc c'est pas illimité, mais presque. Et puis
Donc, on vous annonce d'emblée, il n'y aura pas de coupure estivale, il y aura juste une petite réduction. Hein, on passera à partir de la deuxième semaine de juillet jusqu'à début août, on repasse à une émission par semaine, qui sera un petit peu plus longue, mais on pourra pas tenir le rythme des 2 émissions par semaine pendant les trois semaines ou 4 semaines, enfin à partir du 5 juillet jusqu'au début du mois d'août, ce sera une émission par semaine. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Et dernier point, vu qu'aujourd'hui on n'a pas l'opportunité de tout traiter entre Assange, l'Ukraine, le Moyen-Orient, je vous invite demain, hein, vous voyez le petit visuel, demain d'aller sur la chaîne YouTube Espoir et Dignité, donc qui est la chaîne d'Abdeljelil Dari, qui m'a interviewé hier et où je reviens à la fois en détail sur en général le conflit en Ukraine et puis Gaza. Hein, on mettra un lien vers sa chaîne et demain à midi vous aurez mon interview en ligne. Alors le deuxième sujet aujourd'hui c'est la Russie et l'Ukraine avec alors un point sur le front très rapide parce que c'est pas l'actualité majeure de ces derniers jours, enfin en tout cas depuis vendredi qu'on s'est quitté. Donc le front continue d'être ajusté par les Russes, hein, des villages de ci, de là, des zones s'allument, s'éteignent, hein, on continue sur cette même stratégie. On voit que depuis le secteur d'Otcheretine, les Russes continuent de progresser vers l'autoroute qui sert pour les Ukrainiens dans ce secteur à assurer leur logistique. Donc on va voir ce que ça donne cette semaine si cette menace se précise. Mais grosso modo, le front est à peu près le même. On a vu la confirmation de l'emploi des fameuses FAB 3000. Il semblerait qu'il y ait un petit problème de précision, mais quand on dit de précision, c'est de quelques mètres sur les systèmes de guidage qui sont en cours d'ajustement. Mais donc si j'ai bien compté, on en a vu une troisième avant-hier, non hier, détonner avec là cette fois-ci semble-t-il une précision plus importante et on sait désormais qu'elles sont produites à la chaîne. Alors combien sont déjà disponibles dans les unités, ça je vous l'ai dit, on n'a pas d'informations. Maintenant la grande information de ces derniers jours, c'est ce qui s'est passé dimanche. Dimanche, pour les orthodoxes, c'était le jour de la Pentecôte et il s'est produit quelque chose d'absolument fou. Simultanément, on a eu alors je sais plus au niveau chronologique ce qui est arrivé en premier, c'était presque simultané. On a eu sur donc la Crimée, sur Sébastopol, une attaque d'Atacams américains donc, avec des sous-munitions qui ont donc visé Sébastopol de manière assez générale et on a au moins un des missiles qui a largué ses sous-munitions sur la population civile, sur les touristes qui étaient près des plages et on a donc eu, si j'ai bien compté, au bilan, alors peut-être qu'il s'est aggravé depuis, 4 morts et 150 blessés. Donc c'est absolument hallucinant. On a tous bien sûr conscience que le guidage de ces missiles a été opéré grâce aux drones américains qui survolent constamment la mer Noire et qui servent donc à faire le repérage des objectifs. Donc il est inimaginable que ce soit une erreur de ciblage de la part des Ukrainiens, et encore a-t-on l'assurance que ce soit des Ukrainiens qui servent les batteries d'Atacams, hein, ça le doute peut planer, mais en tout cas, le repérage et le guidage vers la cible a été fait par des drones américains, hein, et là, la culpabilité des États-Unis est totale. Bien sûr, la Russie a condamné, on se demande maintenant sous combien de temps on va voir un de ces drones abattus. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a maintenant, c'était je crois fin 2022, je rechercherai dans les archives si c'est nécessaire, on avait vu un avion russe venir mettre d'abord un coup tenter de mettre un coup d'aile dans un drone pour le faire tomber, puis ensuite d'abord de balancer une partie de son kérosène dessus pour l'alourdir et le brouiller, et puis ensuite de mettre un coup d'aile pour le faire tomber. Je pense qu'on va passer non plus à des méthodes indirectes comme celle-là, mais qu'on va avoir
tout simplement un de ces drones qui va finir avec un missile russe ou un tir de canon d'un chasseur russe pour envoyer un message aux Américains, parce que pour les Russes, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que là, en termes d'image, en termes de posture, si vous laissez faire ça, vous êtes perdu. C'est-à-dire que là, la population va finir par complètement décrocher. Hein, si on commence à laisser les civils être tués, visés de cette manière-là, alors on a quelque chose de complètement dingue à la fin de cette chaîne. Hein. C'est qu'on a Podolyak, l'éminence grise de Zelensky, quand on l'a interrogé sur ce qui s'était passé, donc c'était hier matin, qui nous dit « mais tout ça est tout à fait justifié ». Pardon, vous avez visé des civils délibérément, avec l'aide donc des moyens américains les plus sophistiqués. Ah mais oui, mais vous comprenez, pour nous, la Crimée tout entière, c'est une immense base arrière russe. Les civils qui sont tous là de manière illégale. Ah bon? J'ai pas remarqué qu'il y avait eu un grand remplacement de la population de Crimée depuis 2014. Hein, il y a peut-être des nouveaux arrivants, c'est clair, mais l'immense majorité de la population qui est là, c'est la même que celle qui était là avant que la Crimée soit rattachée à la Russie. Donc potentiellement, vous les considérez comme des Ukrainiens, sinon vous avalisez l'annexion par la Fédération de Russie. Hein, faut voir. Donc si vous êtes à dire c'est pas des Ukrainiens, c'est des Russes, ben, ça veut dire que vous abandonnez l'idée de les rattacher de nouveau à l'Ukraine. Hein, donc faudrait savoir. Faudra avoir un discours un petit peu cohérent. Hein, et donc ce monsieur nous dit, bah non, bah voilà. Donc c'est comme on l'a vu pour Gaza, ou comme je l'expliquais par rapport à l'histoire au Vietnam, c'est une zone de tir libre, une free fire zone. On peut tirer partout. Hein, puis en plus, voilà, vous comprenez, Sébastopol, hein, la flotte de la mer Noire, les bases de commandement, les dépôts de logistique, etc. Alors qu'une grande majorité des bâtiments, on le sait, a été déplacée plus à l'est du côté de Novorossiysk, mais peu importe, on va continuer parce que pour nous, c'est des cibles légitimes. Alors, moi, comme je l'ai toujours dit, si les Ukrainiens utilisent ce type d'armement sophistiqué, disponible en petit nombre, pour frapper des cibles effectivement militaires, on peut pas dire, ah ben non, monsieur, vous n'avez pas le droit, vous êtes en guerre, vous pouvez vous défendre, et donc vous pouvez cibler. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. D'ailleurs, on a eu l'histoire du PC, hein, le poste de commandement, le QG de la flotte de la mer Noire qui a été touché. Hein, on a eu ce genre de choses. C'est des cibles légitimes. Mais si vous allez tirer avec des engins aussi sophistiqués sur délibérément les plages, mais là, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. C'est pas possible de l'entendre autrement. Et donc de le justifier ensuite en nous disant, bah oui, mais vous comprenez toute la zone, alors on n'a pas que ça à faire de cibler ceci ou cela. Mais c'est absolument infect. Infect. Hein, et donc que les Occidentaux restent là, alors les commentaires sont bien évidemment comme d'habitude inexistants, aucune condamnation, hein, et comme d'habitude, on voit bien, les Ukrainiens, on leur donne des armements sophistiqués, on leur donne la possibilité donc de mener la guerre, et au lieu d'utiliser ce genre d'engin pour ne faire que du ciblage de cibles militaires, ils les utilisent, comme ils le font, je le rappelle, à Belgorod et à Koursk, pour viser les civils. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas entendable. C'est-à-dire que on peut nous dire tout ce qu'on veut sur le droit de la défense de l'Ukraine. Je n'ai pas de problème avec ça. Le droit de faire la guerre à la Russie, je n'ai pas de problème avec ça. De viser des soldats russes, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand on nous dit qu'ils ont peu de munitions et peu de moyens, et que de l'autre côté, on voit qu'ils en utilisent pour tuer des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, là, et que ça dure, et je le répète, ça dure depuis 2014, et c'est ça que personne ne veut entendre. C'est-à-dire que c'est ce que dénonçaient déjà tous les gens qui sont allés dans le Donbass, hein, je pense à Anne-Laure Bonnel, c'est que on visait des civils délibérément. On visait pas les troupes de la RPD en priorité ou de la République de Lugansk, on visait les civils pour leur faire payer le choix qu'ils avaient fait.
Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de l'ONU, on voit que le nombre de victimes civiles russes augmente plus que le nombre de civils ukrainiens. Il faut pas l'oublier non plus. Alors, ce qui est terrible, c'est que au cours de la même journée, hein, vous avez eu, alors on va vous mettre la carte pour que vous puissiez vous repérer géographiquement. Au même moment, quasiment, on a eu 2 attaques terroristes qui ont été menées donc dans la République de la Fédération de Russie du Daghestan, hein, un dans la ville de oui c'est ça, Makhatchkala et de Derben. Donc on a vraisemblablement une cellule djihadiste vu la façon dont les terroristes étaient accoutrés et se sont attaqués à des cibles bien précises. Ça a fait 4 morts, dont un prêtre qui a été égorgé dans son église, et 15 policiers qui ont eux tenté de les neutraliser. Hein, et donc tout ça a eu lieu donc au même moment. On a eu donc parmi les cibles, parce qu'ils donc ils ont attaqué quand même des lieux, des églises, 2 synagogues. Enfin, ça a été vraiment quelque chose. Alors même s'il n'y a pas eu pour le moment de revendication particulière ou d'affiliation du groupe reconnu par notamment la branche de Daesh au Khorasan, on peut penser que c'est les mêmes cellules que celles qu'ont fait l'attentat du Crocus. Était-ce une cellule manipulée directement, comme les Russes le disent pour le Crocus, par les services secrets ukrainiens ou pas? Ça, c'est l'enquête qui va éventuellement permettre de le dire. Aujourd'hui, vous le voyez, hein, donc alors tous les assaillants ont bien évidemment été abattus par les forces de sécurité, mais on voit que l'enquête a permis de quasiment tous les identifier, de se rendre compte que c'était des gens qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais fait parler d'eux, n'avaient aucun passé judiciaire, n'étaient pas signalés pour des faits de radicalisation religieuse ou ce genre de choses, mais qu'ils appartenaient tous à un cercle familial ou amical structuré, hein, dont certains se retrouvaient autour d'une passion commune pour le MMA, qui donc semble être une activité qui permet à ces gens-là de se rencontrer. Alors c'est peut-être pour ça que c'est passé inaperçu au niveau des services du FSB. Le fait que ces gens se retrouvent dans un cadre d'associations sportives et non pas d'associations religieuses ou politiques, et ça leur a permis donc de mener à bien leur complot pour déboucher sur cette terrible attaque meurtrière. Hein, on a tout de suite, nous, sur Veille Stratégique, mis le lien avec les images. Dimanche en fin de journée, c'était absolument atroce. Hein. Ils ont attaqué des gens, là encore, donc il y a eu des attaques sur des édifices religieux, mais il y a aussi des attaques sur la plage, je crois, c'était à Derben. Si ma mémoire est bonne, ils ont tiré dans le tas sur les civils. Enfin, c'est terrifiant, terrifiant. Et donc, aujourd'hui, la grande question qui se pose entre cette attaque terroriste couplée à cette attaque ATACMS sur Sébastopol, que va faire la Russie? Alors, même si la cellule terroriste a été identifiée et globalement démantelée, il va falloir déterminer si elle a agi en autonomie ou si elle a des commanditaires. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et puis, par rapport à ce qui se passe au niveau de la mer Noire, il va bien falloir qu'à un moment donné, les drones américains ne soient plus en capacité de diriger à ce point les opérations de ciblage qui peuvent donc aboutir à la mort de civils innocents. Si la Russie ne fait pas ça, pour ce qui concerne le terrorisme, ça va être comme pour c'est comme pour le Crocus, c'est-à-dire qu'une fois la partie spectaculaire terminée, l'enquête va se poursuivre, on aura peut-être des gens qui seront arrêtés dans 1 mois, dans 2 mois et même plus, et qui sont liés à cette affaire. Mais en ce qui concerne la partie guerre en Ukraine, il va falloir pour la Russie faire quelque chose
au risque, au niveau de sa population, de perdre son crédit parce que elle ne peut pas laisser sa population exposée de la sorte à ce type d'attaque sans réagir. Ça n'est pas possible. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur l'actualité de ce mardi donc 25 juin. Je vous remercie donc encore de votre fidélité. Vous n'oubliez pas donc pouce bleu, enfin pouce en l'air, partage massif de la vidéo et de nos publications, hein, celles du blog, celles sur Facebook, celles sur Telegram. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Telegram. On essaye de partager des fois des choses supplémentaires qu'on n'a pas le temps de mettre en traduction. Mon compte Twitter, Tercios del Sol. Hein, vous me retrouvez, enfin mon compte X, où là aussi, des fois je partage des choses depuis X que je ne repartage pas, faute de temps, sur le reste du réseau. Et si vous avez donc les moyens, un petit geste financier, 1 ou 2 euros tous les mois, et si vous pouvez faire plus, eh bien, par avance, un grand merci à vous. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à vendredi. Au revoir.